faire une synthèse pour que vous puissiez me suivre. Alors je m'inscris, contrairement à ceux qui ont précédé, dans un cadre de réflexion traductologique. Voilà. Ensuite, je m'inscris également directement dans le deuxième axe du colloque, qui est donc traduction et interdisciplinarité. Et sans tarder également, non plus, plutôt, je rentre directement dans l'interdisciplinarité qui n'est pas facile à comprendre. Voilà. Donc, je fais très rapidement un flashback pour être dans le cadre interdisciplinaire et ensuite, j'entre de plein pied dans la thématique. Nous savons tous, c'est ce que je dis communément, c'est ce que je disais, je m'ai déjà passé communément dans mes cours de traductologie, qu'il y a eu toute une série de théories en traduction et interprétation, parce qu'elles ont touché aussi à l'oral, qu'on peut classer, pour faire vite, en théories de type linguistique, théories qui sont littéraires, théories qui sont fonctionnalistes, philosophiques, structuralistes. Ensuite, il y a un grand changement, avec l'apparition, je pense, qui marque quand même un tournant, l'apparition du polysystème avec Gideon Toury. Et à partir de là, vont apparaître des nouvelles approches, parmi lesquelles des approches interdisciplinaires, dont deux qui vont être l'objet de ma communication. Donc on va avoir l'émergence de ce qu'on appelle la systémique et aussi l'émergence de ce qu'on appelle neurosciences. Et parallèlement à ceci, mais je n'en parlerai pas dans ma communication, ce qu'on appelle aussi la déconstruction avec Jacques Derrida et toutes les théories déconstructionnistes. Moi je me limiterai à la systémique et aux neurosciences. Mais pour entrer, il y a aussi un point très important qui fait toute la différence, c'est que toutes les théories qui ont précédé sont des théories qui ont obéi à ce qu'on appelle la déduction. On observe un fait, il se répète, on théorise et on en propose soit une théorie élaborée, définitive, soit une approche théorique à parfaire. Et également, aujourd'hui, par contre, avec tout ce qui vient après le polysystème, tout particulièrement les neurosciences et la systémique dont je vais parler, là, on n'est plus dans la déduction, on est dans ce qu'on appelle dans la recherche l'abduction. Voilà. C'est tout à fait le phénomène inverse. Et pour faire plus simple aussi, éventuellement pour les étudiants, la déduction est plutôt le résultat d'une observation avec des théories statiques qui constatent, pas plus. Et l'abduction, c'est l'inverse. On rentre dans le dynamique, on essaye de le percevoir, de l'expliquer jusqu'à un certain point, mais du moins de le suivre. Donc là, on passe directement avec la communication dans le dynamique. Mais avant, je voudrais quand même asseoir un petit peu ce qui concerne l'interdisciplinarité, qui est parfois très mal comprise et conséquemment très mal employée, j'ai remarqué. Alors, l'interdisciplinarité, j'aime bien dire qu'il s'agit là d'une transformation, mais sans séparation. On va prendre deux minimum, ou plus si on est capable, disciplines, et on va essayer de les mettre en contact pour obtenir quelque chose de nouveau qui va se nicher dans l'inter. Et c'est dans cet inter qu'aujourd'hui je me positionne pour vous proposer ce que j'appelle la métathéorie, ou théorie des théories. C'était une approche sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de proposer à Umberto Eco, qui m'avait reçu à l'université de Bologne et qui m'a énormément encouragé à aller dans ce sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand on travaille sur le dynamique qu'on peut trouver des solutions intéressantes. Voilà. Donc l'interdisciplinarité est avant tout un principe d'organisation et ou de structuration de la connaissance qui est capable de modifier les postulats préalables que nous connaissons tous, les concepts qui existent déjà, les frontières que nous voyons, entrevoyons, mais que nous ne savons pas expliquer ni dépasser parfois, les points d'union ou de désunion, les méthodes et les disciplines scientifiques classiques. Tout problème qui est posé et traité de nos jours implique de plus en plus et nécessairement le concours de différentes disciplines pour mieux l'examiner, l'appréhender et l'expliquer si nous y arrivons. Alors il y a deux plans. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle le plan synchronique, sur lequel nous travaillons généralement tous. Donc là, ça correspondra à la première intégration des différentes disciplines que nous connaissons au sujet d'un contenu, d'un noyau gnoséologique, d'une thématique donnée, donc une certaine façon de travailler que nous avons tous, jusque-là. Mais là, ça se complexifie et ça devient plus intéressant en même temps lorsqu'on passe au plan diachronique. Là, on retrouve, et on va découvrir pour certains, un degré de profondeur, voire d'épaisseur dans la recherche, parce qu'on va travailler non plus sur chaque chose séparément, mais sur les interrelations où se croisent, s'enferment, se nichent différentes failles disciplinaires. Parce que toutes les disciplines présentent, on l'a bien compris, des failles et des incomplétudes.
Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une approche interdisciplinaire, basée à la fois sur la systémique et sur les neurosciences en ce qui concerne la théorisation. Donc seule la systémique de nos jours combine toutes les possibilités d'intégration. Elle prend en compte un ensemble macro de problèmes et elle se présente comme une authentique interdisciplinarité. Elle n'est pas une discipline, elle est une interdisciplinarité. En ce sens, elle se présente comme une nouvelle manière de réalisation, voire d'accomplissement du processus de recherche et non plus de la recherche en soi, donc d'un processus de recherche scientifique. À partir du moment où je m'assois en tant qu'interdisciplinaire, je sais qu'il y a du mouvement en permanence et que je dois suivre ce mouvement. Et également, deuxième point, un principe d'organisation des sciences qui va être différent. Et également une modification conséquemment qui sera radicale de la transformation existante entre les différentes disciplines. Je ne m'occupe plus de chacune des disciplines, mais encore une fois de ce qui se passe entre les disciplines. Et c'est dans cet inter d'abord qu'il faut interroger, et c'est dans cet inter qu'on va découvrir beaucoup de choses intéressantes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, et particulièrement ici en traduction et traductologie, le chercheur interdisciplinaire doit se situer de cette manière et faire le choix aussi des différents types d'interdisciplinarité, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les citer, malheureusement ce n'est pas un cours, mais rapidement, pour donner un peu une idée. Nous avons des interdisciplinarités qui sont auxiliaires, par exemple quand on étudie les statistiques, qui sont instrumentales, par exemple quand on fait des tests, des échelles de valeurs, etc., qui sont conceptuelles, c'est celle sur laquelle je vais travailler maintenant dans ma communication. Lorsqu'on travaille sur des concepts en traductologie ou bien d'autres concepts, par exemple le concept du vide, vous feuilletez un dictionnaire, le vide c'est le contraire de plat, je regarde la physique quantique, le vide c'est plat. Donc vous voyez que c'est tout à fait différent. Elle peut être aussi opérative quand on fait par exemple des études écologiques sur la santé, des approches écosystémiques de l'environnement, quand on fait des études psycholinguistiques sur par exemple l'apprentissage d'une langue chez l'enfant ou chez l'étudiant, bon, c'est pas l'apprentissage mais plutôt la pratique plutôt de la traduction chez l'étudiant ici. Elle peut être aussi théorique quand on travaille sur des principes, des lois, des axiomes qui sont communs mais qu'on va transformer dans une rencontre qui se passe au niveau de l'inter. Et elle peut être aussi composée avec la solution de problèmes très complexes sous le nom de téléologie, un terme que j'emprunte à Michel Ballard, donc qui définit la finalité d'une recherche et tout particulièrement ici d'un processus de recherche. C'est pas seulement je cherche, mais comment je m'inscris dans la recherche. C'est une position différente. Donc ça c'était juste pour illustrer, il y en a plus différents types d'interdisciplinarité. Donc vous voyez déjà il faut se positionner dans l'interdisciplinarité, dans le type d'interdisciplinarité, pour ensuite pouvoir comprendre vite que l'interdisciplinarité est donnée avec l'intégration de différentes disciplines, 2 au minimum et plus au maximum, selon nos compétences. Elle est un processus dynamique, ce n'est pas une donnée statique, qui permet de voir, de traiter un problème du point de vue de l'intégration disciplinaire. Et là, je marque une petite pause. Il faut faire aussi la différence entre la discipline, bon, qui fait partie des différentes branches des sciences, la traductologie est une discipline, et d'autres, bien sûr, et la disciplinarité, qui est la façon d'appliquer cette discipline. Ce sont 2 données et 2 concepts tout à fait différents. Maintenant, les objectifs, vous allez me poser la question, et c'est logique, les objectifs de l'interdisciplinarité, en quoi elle peut être intéressante? Alors, elle permet d'abord d'intégrer la connaissance, la méthodologie, les tactiques et la réalité que l'on traite pour en faire un système. Et là, c'est le mot-clé, un système qui garantisse le progrès scientifique. En l'occurrence ici en traductologie, qui est une science nouvelle, comme vous le savez, des années 1950 à peu près, où elle émerge, où elle se sépare de la linguistique pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, et tout reste à faire. C'est pour ça que j'encourage les étudiants, les équipes de recherche à travailler sur cette thématique. Elle permet aussi de démontrer que la participation et la coordination des sciences à différents niveaux va faire, par exemple, niveau philosophique, épistémologique, traductologique et autres, va faire émerger d'autres sciences. Par exemple, lorsque je parle de philosciences, c'est le mélange, vous l'aurez compris, entre tout ce qui est philosophique et tout ce qui est scientifique. Lorsque je parle d'anthroposophie, également, ce sont les aspects philosophiques de tout ce qui est anthropologique, etc. Elle offre aussi des alternatives nouvelles, qui sont plus complètes, moi je dirais plus complexes, à nos problèmes posés aujourd'hui.
Elle se nourrit sans cesse de la réalité, la nôtre en traduction, en se projetant aussi sans cesse sur, et c'est ça qui fait la différence entre les autres approches, sur toute forme d'évolutivité et de dynamicité dans tout processus de recherche. Alors, à cet effet, que faut-il faire? Et là, je reviens à notre traductologie. Alors, essentiellement, il faut apprendre, pratiquer la traduction de façon holistique. Bon, holistique, qui vient du grec holos, qui veut dire entier. Donc, prendre le problème, la problématique dans son entièreté. Et je partage pleinement le reproche qui peut être fait à l'enseignement universitaire actuel, surtout chez nous, qui repose encore aujourd'hui sur le cursus et des cursus conçus de façon unidisciplinaire, de façon séparée, ou peut-être, dans le meilleur des cas, de façon pluridisciplinaire. Pour entrer de plein pied dans l'interdisciplinarité, il faut être capable d'apprendre à apprendre, pas seulement apprendre, c'est très différent, c'est l'objet même de l'approche des compétences, de communiquer et pleinement, d'écouter un peu mieux, parce que l'écoute aussi est importante, d'interchanger, de coopérer, d'avoir de l'empathie, pas seulement de l'empathie dans le pathos, mais de l'empathie intellectuellement, d'être critique, de s'auto-motiver, de construire en permanence du sens et des connaissances de façon autonome et pérenne, et surtout tout mettre en reliance, et le terme je l'emprunte à Edgar Morin dans l'essence de la complexité, reliance par rapport à relation. Relation, encore une fois, est statique, reliance est dynamique. Je peux établir une relation entre deux choses, point final, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dans l'interdisciplinarité, il faut mettre en reliance, c'est-à-dire que c'est une relation qui se redynamise de façon permanente. Voilà. Donc tout cela va permettre non pas d'étudier seulement un processus, comme on va le faire, un processus interprétatif, mais surtout de parcourir de façon permanente ce processus et des processus selon les thèmes. Un des fondements même de la nouvelle didactique d'aujourd'hui, et je n'aime pas trop le mot didactique parce qu'il y a un nouveau mot qui est beaucoup mieux, c'est la docimologie ou la science du docens en latin, donc l'art d'apprendre à apprendre. Alors que la didactique, c'est l'étude des outils qu'on utilise pour enseigner, etc. Donc docimologie qui est plus récente et aussi également les nouvelles approches cognitivo-constructivistes avec les systémiciens et les neuroscientifiques. Je vous ferai un exemple après. Enseigner à traduire aujourd'hui, c'est faire comprendre aux étudiants le processus intellectuel, pas seulement traductologique, par lequel un message donné est transposé dans une autre langue, mais aussi et surtout placer l'interprète-traducteur au cœur même de l'opération traduisante. Ce n'est pas une opération mécanique quelconque, pour lui en faire saisir toute la dynamique. Les compétences systémiques aujourd'hui plus que jamais, avec Bertalanffy et bien d'autres, qui sont des systémiciens, représentent une combinaison de, je cite, de compréhension, de sensibilité, de connaissances permettant de saisir comment toutes les parties sont reliées, et le mot, encore une fois, reliance, c'est le mot-clé dans l'inter. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement, évidemment je ne pourrais pas lire, c'est trop long pour moi aussi, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors il existe en traductologie ce qu'on appelle la veille épistémique. Ça consiste en quoi? Si par exemple je vais étudier, comme c'est le cas, des nouvelles approches interdisciplinaires, il faut évidemment que j'ai un organigramme clair dans la tête, que je sache ce qui s'est passé avant, ce qui est en train de se passer et vers quoi on peut déboucher si on étudie réellement la dynamicité de ce processus interprétatif. Alors aujourd'hui, plus que jamais, comme je l'ai dit, toutes les approches sont dynamiques. Sinon, on n'est pas dans la recherche du processus, on n'est pas dans l'explication d'un processus interprétatif tel qu'on doit le faire. Alors, peut-on devenir aussi, je me pose la question et je pense que oui, c'est le résultat de beaucoup de réflexions, c'est le résultat de beaucoup de reliance, justement, entre les différentes approches théoriques. Peut-on devenir systémicien aujourd'hui en traductologie? Comment adopter les nouveaux paradigmes de la pensée? Parce que si on ne possède pas les nouveaux paradigmes de la pensée, si on ne les met pas en reliance, on n'est pas un systémicien. Parce que là, on va travailler sur le système qui détermine le processus interprétatif. Alors tout ceci représente vraiment un nouveau tournant épistémologique. C'est pour ça que j'ouvre un peu la voie pour ceux qui sont intéressés. Je m'adresse particulièrement aux étudiants et pourquoi pas à certains collègues qui ont des équipes de recherche ou qui travaillent isolément. Aujourd'hui, donc, on revient un petit peu sur ce qu'avait fait Chomsky, voilà,
Et en même temps, à partir de là, je considère Chomsky un peu comme le père fondateur des neurosciences. Il avait été le sujet de ma thèse à Madrid d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand on est face à la multiplicité du sens, quand on est face au problème de la construction du sens, quand on est face à plusieurs sens que peut avoir le même mot, quand on est face à ce qu'on appelle la désémantisation des mots, qui initialement avaient un sens mais acquiert plusieurs significations, tout cela nous fait encore une fois réfléchir. Donc on ne peut s'inscrire encore une fois que dans un cadre dynamique et suivre en permanence ce processus qui va nous entraîner aussi dans une réflexion dynamique, qui va nous entraîner dans une réflexion systémique. En tant que traducteur, on a tous, d'une manière ou d'une autre, rencontré et vécu, c'est la fameuse angustia de Georges Steiner qui disait « toute traduction est une angoisse permanente ». Donc tous ces nœuds, ce que j'appelle les nœuds de la traduction, qui sont des nœuds cognito-émotionnels, donc qui touchent à la fois l'émotion et la notion, jusqu'à quel point on peut les traduire fidèlement. Moi je dirais qu'on ne peut pas les traduire fidèlement, mais on se rapproche le plus possible. Donc on reste fidèlement infidèle à notre traduction. C'est une façon de s'en sortir, comme une autre. Ensuite, toujours au niveau des approches. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je reviens à ma rencontre, elle est importante, avec Umberto Eco. Nous avions discuté longuement de traductologie et je lui avais dit que toutes les théories que j'enseigne, je ne les connais pas parfaitement toutes, mais je connais les théories essentielles du moins, toutes les théories que j'enseigne étaient des théories statiques, comme je disais au début, produits d'une déduction, d'une observation et déduction. Et qu'aujourd'hui, il était temps, avec cette langue qui se révolutionne, avec cette langue qui change en permanence, avec cette langue qui nous trahit en permanence, avec tous ces néologismes, ces néonymies, donc est-on capable, face à tout cela, de trouver une théorie? J'avoue qu'il a été assez étonné. Bon, il me disait que la problématique était intéressante, mais que la solution, il ne l'avait pas. Donc j'ai réfléchi toute seule et je me suis dit que peut-être je suis dans l'erreur, hein, j'ouvre juste une voie, je me suis dit que peut-être il serait intéressant dans un premier temps de proposer ce qu'on peut appeler une métathéorie, une théorie des théories, commune jusqu'à aujourd'hui, mais qui serait dynamique, et une théorie qui se pencherait donc sur ce processus traductif. Alors, tout à l'heure, je parlais de latinisme, je parlais de grec, de latin, c'est le fondement même de ma formation et c'est très important. Et en effet, le processus traductif, en fait, porte en lui aussi toutes les manifestations possibles, un peu l'immanence et la transcendance dont parlait Madame Verschouli avec Claude Agege, qui le traite très bien, effectivement, dans L'Homme de parole. Et parmi donc, les œuvres grecques, dans l'Odyssée, on peut... il y a une œuvre d'Ulysse avec Polyphème, où la rencontre des deux fonctions. Alors, vous avez Ulysse face à Polyphème, l'un dit tout est traduisible, l'autre dit rien n'est traduisible. On ne va pas être aussi antagonique que ça. Entre les deux, comme je vous ai dit, on peut traduire, même sans traduire, tout en traduisant. Donc, une infidélité fidèle ou une fidélité infidèle, ça dépendra face à cette traduction. Et enfin, on peut aussi, en prenant les deux, vous lirez évidemment l'article, on peut aussi, en prenant les deux, donc la systémique et les neurosciences aujourd'hui, qui est une nouvelle approche aussi interdisciplinaire, qui explique comment fonctionne notre cerveau, qui traite aujourd'hui plus que jamais des connexions synaptiques, qui traite aussi, c'est très intéressant, de la plasticité cérébrale, non seulement chez le traducteur, mais chez nous tous, donc ce sont des phénomènes cérébraux qu'il faut suivre de très près, mais si on ne s'inscrit pas dans l'interdisciplinarité, en tant que traducteur, c'est le thème du colloque, je ne sors pas du colloque, on ne peut pas être un bon traducteur, on ne peut pas suivre l'actualité, on ne peut pas traduire, encore une fois, aussi bien les néologismes, aussi bien les nouveaux concepts, et encore moins les mots qui se sont désémantisés, qui sont sortis de leur vrai sel, de leur vrai sens. C'est-à-dire, du moins, on n'en a pas conscience. Voilà, je voulais juste ouvrir une voie de réflexion, vu le peu de temps imparti, mais j'insiste surtout pour les étudiants sur ce positionnement. Donc, vous avez tout ce qu'il y a eu avant, c'était statique et résultat de la déduction. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça doit être dynamique et ça doit obéir à ce qu'on appelle l'abduction. Voilà, je vous remercie.